Bonjour à tous, moi je suis Nathaniel Cohen, je suis expert comptable et fiscaliste en Israël dans le cabinet Dre et Netco. Aujourd'hui, nous allons parler des avantages fiscaux du Oleh Hadash. Alors déjà, avant de commencer par les avantages fiscaux, je vais vous expliquer qu'est-ce qu'un Oleh Hadash d'un point de vue fiscal. Là, je parle d'un point de vue fiscal. C'est très important de préciser ça. Je ne vais pas vous aider pour l'import d'une voiture de l'étranger, une voiture électrique en tant qu'Oleh Hadash. Là, je vais vraiment parler des avantages fiscaux. Alors déjà, un Oleh Hadash, selon la loi israélienne, c'est un Toshav Israël Larishona Letzorche Mas. Ça veut dire un résident fiscal israélien pour la première fois. Donc, aux yeux des impôts, c'est la première fois que cette personne est venue en Israël, donc il est considéré nouvel immigrant et donc pourra bénéficier de certains avantages. Maintenant, je précise qu'un Toshav Roservatique, un Toshav Roservatique, c'est un ancien résident de retour. C'est une personne qui, selon la loi, s'est exilée plus de 10 ans du territoire israélien. C'est 10 ans le Toshav Roservatique. Il bénéficie exactement des mêmes droits fiscaux que le Oleh Hadash. Je précise fiscaux parce qu'à chaque fois que je parle de ça, on me dit que ce n'est pas exactement ça dans certains paniers d'intégration que le ministère d'Alia donne. Moi, je parle de l'administration fiscale. C'est important de comprendre qu'en Oleh Hadash, lorsqu'il fait sa Alia, il y a trois administrations. Il y a au début le ministère d'Alia, il y a le ministère d'Apnim après qui va s'occuper des passeports, il y a l'administration fiscale, et il y a aussi une quatrième, c'est le Bitoach Leoumi. Donc là, on va parler vraiment des avantages fiscaux. Donc on va commencer. Le Oleh Hadash, lorsqu'il reçoit sa Teudat Olé, Israël ne regarde plus le nombre de jours qui passent. Est-ce qu'il passe 183 jours ou il ne passe pas 183 jours? Aux yeux des impôts israéliens, à partir du moment où il a eu sa Teudat Olé, la Teudat Olé, c'est une sorte de passeport comme ça qu'il reçoit lorsqu'il fait sa Aliyah. Il y a marqué sur la Teudat Olé Tahrir Kabbalat Mahamad, c'est-à-dire la date à partir de laquelle il a reçu le statut d'Oleh Hadash. Et à partir du moment où la date est inscrite, c'est-à-dire la date à partir de laquelle il est Oleh Hadash, c'est là que les 10 ans d'exonération commencent, même si la personne n'habite pas concrètement en Israël. Israël, à partir du moment où ils lui ont procuré sa Teudat Oleh, il est considéré comme Oleh Hadash. Donc même si ils ne vont pas vous renouveler votre passeport bleu ou le passeport rouge parce que vous n'étiez pas là, ça c'est des lois de citoyenneté. Mais par rapport à la fiscalité, l'administration fiscale, regarde, vous êtes venu le 10 juin 2024, vous avez jusqu'au 10 juin 2034. Et c'est pour ça que je précise le jour également, parce que les 10 ans d'exonération, ils sont en fonction du jour. Si vous êtes venu le 25 juillet 2024, donc votre première période qui sera comme tout Israélien, ça sera à compter du 25 juillet 2034 et dans la déclaration qui sera jusqu'au 31 décembre. En Israël, l'année fiscale, c'est du 1er janvier au 31 décembre. Donc on va prendre un exemple tout simple. Si vous percevez des retraites de l'étranger et que vous avez fini vos 10 ans d'exonération, à compter de la date à partir de laquelle vous avez fini, c'est seulement à compter de ce moment-là que vous commencez à déclarer et non après. Donc, la date qui est inscrite sur la Teudat Olé, elle est très importante parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont venues, par exemple, en 2014, pour, quelle que soit la raison, que ce soit des raisons à cause des comptes en banque, les échanges d'informations, etc. Ils ont obtenu leur Teudat Olé, mais après, ils sont repartis en France. Et là, ils me disent, bah, écoute, j'ai fini mes 10 ans, qu'est-ce que je fais alors que je n'habite même pas en Israël? Il faut comprendre que l'administration fiscale, à partir du moment où laquelle vous avez fait votre alia, normalement, chaque personne de confession juive a le droit de faire sa alia s'il compte résider en Israël. Ça, c'est quelque chose, la fin de la phrase, elle est souvent oubliée par les gens. Ils me disent, mais attends, je suis reparti en France, j'ai eu ma alia. Mais quand tu as eu ta Teudat Olé, tu as bien informé le Misrad, les agences juives, etc., que tu comptais bien venir résider en Israël. Donc les 10 ans commencent à compter du jour à partir duquel vous êtes venu en Israël. Maintenant, il y a également, si vous ne savez pas encore si vous allez rester en Israël ou non, vous avez la possibilité de faire une Shnat Istaglut. C'est une année d'adaptation en Israël. Dans les 90 jours qui suivent votre alia, c'est-à-dire que vous avez 3 mois à partir du moment où vous êtes venu en Israël et le moment où vous devez finir d'envoyer cette procédure, vous avez exactement 3 mois. Et cette Shnat Istaglut, c'est une année d'adaptation. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui en parlent de cette année d'adaptation, mais elle peut être très favorable lorsque des personnes viennent mais ils ne savent pas exactement est-ce qu'ils vont rester ou non. Et si ça se trouve, ils vont repartir habiter en France et dans 2 ans, ils vont revenir et là, ils auront perdu 2 ans sur les 10 ans. Et c'est dommage. Donc, cette année d'adaptation, elle nous permet de geler nos droits. C'est-à-dire que si à la fin de l'année, vous comptez venir habiter en Israël, eh ben c'est très bien. Vous allez venir habiter en Israël et il vous restera 9 ans puisque vous avez commencé déjà un an. Mais si à la fin de l'année, vous décidez de repartir habiter en France, mais qu'en fin de compte, vous faites votre alia dans 3 ans,
eh ben, vos 10 ans commenceront dans 3 ans et non maintenant. Donc la première année, vous êtes d'un côté venu en Israël, mais d'un autre côté, vous êtes venu résident étranger. Donc c'est une année comme ça de sursis pour vous laisser la possibilité de réfléchir si vous venez ou non. Donc on va commencer par le premier avantage, c'est le plus connu, c'est les 10 ans d'exonération. Alors c'est quoi les 10 ans d'exonération? C'est une exonération d'impôts et de déclaration d'impôts sur tous les revenus qu'on génère en dehors du territoire israélien. Lorsque je dis on génère en dehors du territoire, c'est que physiquement, il faut se trouver en dehors du territoire israélien. Si vous habitez en Israël, mais que vous percevez des revenus de l'étranger, eh ben, aux yeux de l'administration fiscale israélienne, vous devez les déclarer et être imposé en Israël. Votre imposition, elle devient, ça s'appelle territoriale. C'est une imposition territoriale, tout ce qu'on gagne sur le territoire. Maintenant, je vais vous donner un exemple tout simple. Si votre travail consiste à faire à émettre des factures une fois par mois, par exemple, et que vous les faites depuis Israël, alors on va dire que vous avez travaillé depuis Israël. Maintenant, si vous voyagez et vous allez en Grèce, à 1 heure d'ici, et que vous émettez les factures depuis là-bas et que vous revenez, par rapport à Israël, il n'y a pas de problème. Donc, c'est vraiment territorialement où vous vous trouvez. Donc, on est exonéré d'impôts, de déclaration d'impôts sur des revenus qu'on génère en dehors du territoire. Qu'est-ce qu'on a comme revenus qui ont été générés en dehors du territoire? Vous avez par exemple les retraites. Les retraites, c'est très simple, puisque les retraites, je précise, c'est les retraites qui proviennent d'une caisse privée, pas publique. Les retraites qui proviennent d'une caisse publique, elles seront toujours imposées à la source en France tant que vous ne renoncez pas à votre citoyenneté française. Là, je parle des retraites qui proviennent d'une caisse privée. À partir du moment où vous informez la France de votre déconnexion fiscale, vous ne serez plus imposé en France à la source sur cette retraite. Et en Israël non plus, vous n'aurez ni besoin de la déclarer, ni vous serez imposé sur cette retraite. Donc pendant 10 ans, vous ne paierez d'impôts ni en Israël, ni en France sur cette retraite qui provient de la caisse privée. Mais je précise, et j'ouvre une parenthèse, mais qui est très importante, c'est tous ces avantages que je vous dis, pour être considéré vraiment totalement et pleinement un Olé Hadash, il faut se déconnecter fiscalement de France. Ne faites pas l'erreur que beaucoup de personnes ont fait, qui sont venues en Israël et qui résidaient en Israël plus de 360, plus de 183 jours par an. Donc, ils me disaient, j'étais plus de 6 mois en Israël et qui faisaient tout comme il fallait, leur centre de vie était là, etc. Mais qu'ils ne s'étaient pas déconnectés de France. Et ben, l'administration fiscale israélienne française s'en fiche. Eux, de leur côté, à partir du moment où on ne s'est pas déconnecté, on ne les a pas informés de notre départ de France, on sera toujours considéré comme résident fiscal français. Et ça peut être très problématique. Et moi, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui ont fait leur allié en 2014, mais qui ne sont pas déconnectées de France. Et là, il arrive un accident fiscal. C'est que d'un côté, par rapport à Israël, ils sont obligés de déclarer puisque les 10 ans sont terminés. Mais d'un autre côté, par rapport à la France, ils sont toujours résidents fiscaux français. Et même si vous passez 365 jours en Israël, c'est pour ça que je précise, quelle que soit la durée du temps que vous êtes en Israël, même si vous répondez à tous les critères de résidence fiscale, je rappelle que les critères de résidence fiscale pour être considéré résident fiscal israélien, c'est soit 183 jours par an, soit 425 jours sur 3 ans, ou soit pouvoir être en mesure de justifier que votre centre de vie se trouve en Israël. Donc, pour répondre à Madame Benita qui demande comment prévenir de notre déconnexion fiscale en France, eh ben, il faut se tourner vers un fiscaliste français ou vers votre expert comptable français, parce qu'il se peut qu'il y ait de l'exit tax. Lorsqu'on quitte le territoire français, Israël, c'est considéré hors Union européenne d'un point de vue fiscal. Donc, il faut bien vérifier est-ce qu'il y a des plus-values latentes qui seront imposées en France ou non. Donc, c'est quelque chose qu'il ne faut pas prendre à la légère. C'est quelque chose qu'il faut bien vérifier avec votre fiscaliste. Et à part le fait d'informer la France de votre départ, il faudra également vérifier est-ce que vous êtes assujetti à un exit tax ou non. Donc, pour revenir à notre exemple, les 10 ans d'exonération, vous êtes exonéré d'impôts et de déclaration d'impôts. Maintenant, je précise également qu'à compter du 1er janvier 2026, il y a une nouvelle réforme suite aux pressions de l'OCDE, parce qu'aujourd'hui, cette loi d'exonération d'impôts et de déclaration d'impôts, elle est un peu contraire à l'ère dans laquelle on se trouve. Aujourd'hui, on est dans une ère de transparence fiscale, d'échange d'informations, il limite les espèces, il limite tout ce qui peut ne pas être déclarable. Donc, de venir dans un pays et de ne pas avoir besoin de déclarer pendant 10 ans, c'est un peu contraire aux normes de l'OCDE. Donc, sous pression de l'OCDE, ils avaient menacé de blacklister Israël si Israël ne se pliait pas à cette réforme. Donc, ils ont demandé de lever l'exonération de déclaration, c'est-à-dire à compter du 1er janvier 2026. Chaque personne qui fera sa ALIA à compter du 1er janvier 2026 devra déclarer ce qu'il a généré en dehors du territoire, mais il ne sera pas imposé. Donc, il y aura toujours l'exonération d'impôts, mais il y aura une obligation de déclaration. Donc, à partir du moment…
Concernant les fiscalistes, vous enverrez, vous me contacterez, je vous mettrai en contact directement. Donc on sera obligé de déclarer. Et lorsque je dis à compter du 1er janvier 2026, c'est toute personne qui fait son alia à partir du 1er janvier. Parce que j'ai parlé de ça plusieurs fois et on m'a dit, ah, c'est-à-dire dans un an, c'est fini l'exonération. Non, une loi ne peut pas être rétroactive. Si vous êtes venu en Israël et que vous bénéficiez de ces 10 ans, eh ben, on ne peut pas vous enlever ces 10 ans d'exonération de déclaration. Donc, c'est pour toutes les personnes qui viennent à compter du 1er janvier 2026. C'est-à-dire sur leur Teudat Olé, il y aura inscrit 1er janvier 2026. Mais une personne qui vient le 31 décembre 2025, par exemple, sur sa Teudat Olé, bah lui bénéficiera des 10 ans d'exonération d'impôts et de déclaration. C'est pour ça que je recommande, et je vous rends encore une petite parenthèse, à toutes les personnes qui souhaitent faire leur alia et qui savent qu'ils vont la faire, par exemple, au courant 2025, 2026, bah, commencez la procédure d'ALIA, quitte à perdre quelques mois sur les exonérations de 10 ans, mais au moins vous pourrez bénéficier de l'exonération de déclaration pendant 10 ans. Et cette exonération de déclaration, il ne faut pas la prendre à la légère également parce que Israël, à partir du moment où elle aura un droit de regard sur ce que vous avez en dehors du territoire, là aujourd'hui on est sous le radar. Une personne qui est en Israël et qui bénéficie des 10 ans d'exonération de déclaration, si Israël demain vous envoie une déclaration de patrimoine, il vous demande de remplir une déclaration de patrimoine, c'est très courant, même pendant la LIA, ils vont vous envoyer une Hatzarat On. Hatzarat On, déclarez-moi tout le patrimoine que vous avez en Israël et à l'étranger. Quand on est dans les 10 ans, on ne déclare pas ce qu'on a à l'étranger. On fait une croix sur l'étranger et on marque Betor ASR Shanim. Je me trouve dans les 10 ans, je n'ai rien besoin de déclarer. Par contre, quand on est après les 10 ans, bien entendu, on doit déclarer. Mais là, lorsqu'il y aura cette nouvelle réforme le 1er janvier 2026, eh ben, vous serez obligé de déclarer également ce que vous avez dans le monde. Et lorsqu'on dit déclarer, là, Israël pourra dire vérifier est-ce que le travail se fait d'Israël ou pas d'Israël en fonction des montants. Ça veut dire qu'ils auront juste à faire la pioche en fonction des montants qui sont déclarés dans un autre pays et ça peut être des fois problématique. Donc pour les personnes qui veulent et qui comptent venir en Israël, eh ben, si vous savez que vous allez venir courant 2026, commencez votre procédure d'alias. C'est toujours un bon conseil d'avoir sur la Teudat Olé toujours 25 et pas 26. Et lorsque vous êtes dans les 10 ans d'exonération, Israël envoie très souvent ces demandes de déclaration de patrimoine. Ils envoient souvent une demande qui s'appelle, c'est le document 5329 ou 5328, s'appelle Hatzarat al-Mekorot Achnasa. C'est-à-dire déclarez-moi vos sources de revenus. Lorsqu'Israël vous demande vos sources de revenus, pendant les 10 ans d'exonération, vous n'avez toujours pas, si vous êtes venu avant 2026, vous n'avez pas besoin de leur déclarer. Mais ne faites pas, si jamais vous serez suivi par un expert comptable israélien, par exemple, souvent ils conseillent, ils disent, bon, qu'est-ce que tu t'en fiches de marquer, c'est toujours bien de noter, et dans tous les cas, tu n'as rien à déclarer. Ne faites pas de zèle là-dessus, au contraire, c'est limite mal vu de déclarer quelque chose qu'on n'a pas besoin de le déclarer, ils se disent peut-être que cette personne a quelque chose à cacher. Donc, moi, j'ai parlé personnellement à un rakaz aux impôts, il a un titre là-bas, une sorte d'inspecteur, il m'a dit qu'il ne comprenait pas les personnes qui déclaraient dans les déclarations de patrimoine les revenus d'étrangers quand on est exonéré. Donc, vraiment, soyez, comme on dit en hébreu, tamim. Ils vous ont permis d'être exonérés pendant 10 ans. Et bien, continuez avec cette exonération et ne leur déclarez rien. Même si vous avez des millions en France et vous avez une voiture en Israël, et bien, vous ne leur déclarez que la voiture en Israël. Vous ne leur déclarez rien que ce qu'il y a sur l'étranger. Donc, ça, c'est une loi. Ces 10 ans d'exonération, c'est pour toutes les personnes qui sont venues à compter du 1er janvier 2007 en Israël. C'est une réforme qui s'est faite en 2008, mais rétroactive pour 2007. C'est-à-dire toutes les personnes que sur leur Teudat Olé, il y a marqué à compter de 2007, ils bénéficient des 10 ans d'exonération. Maintenant, une précision très importante. Si vous êtes venu en Israël, par exemple, en 2013, donc les 10 ans sont terminés, mais qu'en 2013, vous étiez à l'armée ou que vous avez fait des études, l'armée et les études, la période qu'on fait à l'armée et ou la période de scolarité, pas des scolarités, pardon, c'est vraiment les études supérieures, c'est pas les scolarités, ça nous permet on peut geler cette période. C'est-à-dire que si vous êtes venu en 2013, mais que vous avez fait 3 ans d'armée, donc vous avez fini l'armée en 2016, les 10 ans ne se termineront pas en 2023, mais ils se termineront en 2026. Parce qu'on prend 2016, c'est-à-dire l'année à laquelle vous avez fini l'armée, donc la période de l'armée, on a dit qu'on la gèle. Maintenant, les 10 ans, on est exonéré sur les dividendes. Par exemple, si vous distribuez des dividendes, vous avez une société en France et vous distribuez des dividendes, la France vous imposera à 12,8% à la source, mais vous ne serez pas imposé de CSG, CRDS qui sont à hauteur de 17,2. Donc la France vous imposera à 12,8. Et en Israël, vous n'aurez pas besoin de compléter
pendant 10 ans. Si vous avez par exemple un portefeuille financier, vous pouvez très bien venir en Israël ou ouvrir au Luxembourg ou en Suisse, vous avez des placements financiers. Et que ces placements financiers génèrent des plus-values, normalement, le Luxembourg ou la Suisse ne pourront pas vous imposer puisque vous n'êtes pas résident du Luxembourg ou de la Suisse. Ils vont vous dire déclarez dans votre pays de résidence. Mais si votre pays de résidence, c'est Israël, eh ben, vous n'aurez pas besoin de déclarer également ces revenus financiers puisque c'est des revenus passifs qui sont générés en dehors du territoire, donc il n'y a aucun problème. Maintenant, j'ouvre une petite parenthèse. Si vous investissez dans des actions en Israël, lorsque je dis déplacement financier, ce n'est pas forcément en Suisse ou en Luxembourg. Même si c'est la banque Leumi, par exemple, que c'est là-bas que vous avez votre portefeuille d'actions et que vous générez des plus-values, vous allez donner la Teudat Olé, à la banque Leumi, qui va bien enregistrer. C'est comme ça qu'elle enregistre. Ne vous cassez pas la tête, après même, on pourra vérifier, mais c'est comme ça qu'elle acte votre arrivée en Israël et qu'elle sait qu'elle n'aura pas besoin de vous imposer à la source, que l'impôt sur les plus-values en Israël des revenus financiers, c'est 25%. Donc, elle sait qu'elle n'aura pas besoin de vous imposer à hauteur de 25% sur les placements d'actions étrangères. Donc, si par exemple, vous investissez sur Google et vous avez généré une plus-value de 100 000 $, eh ben, vous ne payerez rien. Par contre, si vous avez investi sur Teva, qui est une boîte israélienne, et que vous avez généré une plus-value à hauteur de 100 000 $, eh ben, vous serez imposé à 25 000 $. Donc, des fois, ne soyez pas trop sioniste dans vos investissements financiers, parce que souvent, ça se retourne un peu contre vous, puisque vous devrez payer à la fin de la plus-value sur les revenus générés, des impôts pardon, sur la plus-value générée. Maintenant, je ne vais pas vraiment rentrer dans ce détail parce que c'est vraiment quelque chose de simple, c'est la banque qui s'en occupe automatiquement. Ce que je suis en train de dire, c'est vraiment la banque qui s'en occupe. À partir du moment où vous… Voilà, bravo Catherine, c'était exactement ce que je voulais arriver. Je vais parler des pics de notes. Les pics de notes en Israël, c'est les comptes à terme. Vous avez une exonération de 20 ans et pas 10 ans sur les intérêts. Par contre, il faut que ce soit dans les 3 mois qui suivent la Aliyah. Il faut que ce soit avec de l'argent que vous aviez avant votre Aliyah. Donc, c'est-à-dire, même si vous aviez à disposition, par exemple, un appartement que vous avez vendu, mais que vous avez acheté cet appartement avant la Aliyah, eh bien, ce n'est pas grave. C'est pas bon, vous ne pouvez pas bénéficier de cette exonération de 20 ans. Il faut vraiment que cet argent soit placé dans les 90 jours qui ont suivi votre alia et d'informer la banque que c'est de l'argent que vous avez, bon, bien entendu, dans les 90 jours, c'est de l'argent que vous avez gagné avant. Et là, vous serez exonéré pendant 20 ans. Donc, j'ai l'impression que ça ne plaît pas à Catherine, ma réponse. mais c'est la loi, malheureusement. Ils ont aussi beaucoup de restrictions là-dessus. Maintenant, pour les personnes qui sont, oui, leur Teudat Zehut, leur Teudat Olé, il y a longtemps, par exemple en 2014, mais que maintenant vraiment ils comptent faire leur alia et qui ne veulent pas perdre leurs 10 ans d'exonération, il y a des procédures, dans certains cas, vous nous contacterez, où on peut décaler le début de la date d'alia, mais là, les critères, c'est justement être en mesure de prouver que vous n'avez pas passé beaucoup de temps en Israël. Pour pouvoir décaler la date d'alia, je ne vais pas rentrer dans ce détail parce que c'est un webinaire à part entière, le décalage, mais il est possible donc. Ne soyez pas désespérés. Si vous avez eu votre Teudat Zehut en 2013, mais que vous êtes venu en 2023, alors il y a des possibilités où vous pouvez déclarer. J'ai fait Aliyah en juillet 2019, mes revenus viennent des USA. Bah oui, à partir du moment où on peut prouver à Israël qu'on n'a pas généré cet argent depuis Israël, je vous ai dit, on a toujours cette exonération d'impôt. Maintenant, je vais vous donner un exemple qui est vraiment fou et il n'y a pas beaucoup de personnes qui parlent de ça. C'est là, en Israël, il y a une sorte de société qui s'appelle la Chevra Mishpartit. Mishpacha en Israël, c'est la famille. Mishpartit, Chevra Mishpartit, c'est une société familiale. La société familiale, il n'y a pas beaucoup de types de structures en Israël. Ce n'est pas comme en France, SAS, SRL, URL, CELAR, etc. En Israël, il y a Osek Patour, c'est l'auto-entrepreneur. Osek Mourché, c'est une sorte de société en nom propre. Donc, c'est comme un auto-entrepreneur, mais qui est assujetti à la TVA et qui n'a pas de palier. Et on a la Chevra Baham, c'est la SARL. Et on a la Chevra Mishpartit. La Chevra Mishpartit, elle peut être très intéressante pour les Olim Khadashim. La Chevra Mishpartit, c'est une société comme toute société. Donc, si vous venez en Israël, ça, on va rentrer un peu dans un petit montage de société. Vous êtes venu, vous avez fait votre alia, vous étiez en France, vous aviez de l'argent dans votre société française, vous générez des revenus, 90%, si ce n'est la 95% des revenus des personnes qui font leur alia continuent à travailler avec la France. Donc, ils ont toujours leur société en France. C'est très compliqué de facturer directement les clients en Israël. Donc, ils ont besoin de faire atterrir, on va dire comme ça, leur argent en France. Et après, ils ont besoin de le rapatrier en Israël. Donc, une personne, par exemple, qui a de l'argent en France, qui a payé ses impôts sociétés en France,
il doit après se distribuer les dividendes. Maintenant, même avant de payer les impôts sociétés en France, vous avez un chiffre d'affaires, vous avez eu des dépenses. Dans vos dépenses, on peut rajouter une dépense qui peut être très intéressante. C'est une facture qu'on fait, on monte une société en Israël, on facture la société française pour la gestion et l'administration qui se fait depuis le territoire israélien. Gestion-administration, c'est-à-dire que comme vous avez fait votre ALIA et que vous avez informé la France que vous êtes venu en Israël, donc vous pouvez très bien travailler depuis Israël administrativement, vous occuper de, par exemple, quelqu'un qui a, on va prendre un exemple simple parce que c'est ceux qui ont des call centers, par exemple. Eux, ils travaillent souvent depuis Israël, mais ils font leur installation en France. Donc, le travail qui est effectué depuis Israël, il doit être déclaré à Israël. Donc, pour ça, ils facturent la France. Lorsqu'on facture la France, donc pour la France, ça sera une dépense, et en Israël, ça sera une rentrée. Vous allez faire rentrer de l'argent, donc un chiffre d'affaires dans votre société. Maintenant, pour ceux qui sont structurés en société familiale, je répète, Catherine, la société familiale, c'est la Mishpartit. Ce que vous avez dit, la SCI familiale, c'est la Chevrat Baït. C'est encore autre chose, mais qui bénéficie de la familiale. Maintenant, la Chevra Mishpartit, elle bénéficie du même statut que le Olé Hadash, c'est-à-dire bien que ce soit une société à part entière, qui a un cabis. Donc pour la France, c'est très bien. Lorsqu'on facture d'une société, ils ne vont pas vous dire c'est de l'évasion fiscale, etc. C'est une société qui facture une autre société. Donc à partir du moment où il y a une société avec un cabis qui est enregistré au registre des entreprises, qui facture la société française, disons qu'elle a facturé 100 000 euros à la fin de l'année. Les 100 000 euros qui viennent en Israël, normalement, ils sont imposés en Israël. Donc, vous allez me dire, qu'est-ce qu'on gagne? En Israël, l'impôt société est à 23%. En France, il est à 25%. Donc, ce n'est pas une grande différence. En Israël, l'impôt sur les dividendes, il est à 30%. En France, il est aussi également à 30%. Et en Israël, il n'y a pas de TVA sur ces factures, puisque c'est des factures qui facturent l'étranger. Donc, vous allez me dire, qu'est-ce qu'on gagne avec cette histoire? Ce qu'on gagne, c'est que la société familiale, si la personne, sont nombreuses personnes qui viennent en Israël, ils vont devoir voyager encore en France. Donc, tous les déplacements que vous allez faire en France, le temps que vous allez passer en dehors du territoire israélien, on pourra le neutraliser de votre chiffre d'affaires. Donc, ça veut dire, si par exemple, vous avez gagné 100 000 euros à la fin de l'année, mais que vous avez voyagé 10 jours par mois en France, eh ben pour nous, c'est plus 100 000 euros le chiffre d'affaires. Déjà, le chiffre d'affaires, on enlève un tiers, c'est-à-dire le temps qu'on passe à l'étranger. Comme la société familiale, c'est le même statut que l'actionnaire qui la détient, et comme l'actionnaire bénéficie des 10 ans d'exonération, donc la société familiale aussi bénéficie des 10 ans. Donc ça peut être super avantageux. C'est un peu technique, ce que je suis en train de dire. Donc si jamais vous venez en Israël, pour résumer ce que je viens de dire, si vous venez en Israël et que vous allez continuer à facturer la France, mais que vous savez que vous allez vous déplacer en France, elle est super avantageuse parce qu'on peut vraiment neutraliser tous les jours passés à l'étranger du chiffre d'affaires. Ça veut dire vraiment du chiffre d'affaires, on enlève ça et ça peut être, et dans certains cas, on peut même dire que les jours qu'on passe en France, il va être plus cher qu'un jour qu'on passe en Israël. Parce que quelqu'un qui fait juste de la gestion et de l'administration depuis Israël, mais qu'en France, il va avoir ses rendez-vous et ses prospects, etc., dans ce genre de cas, on peut même évaluer le jour passé en France encore plus que le jour passé en Israël. Et là, on a vraiment un avantage fiscal. Donc, juste pour la Chevra Mishpartit, si vous allez venir en Israël et que vous avez toujours une société en France et que vous allez voyager, ne montez pas une société, après vous dites on va réfléchir, parce que c'est une société qu'il faut enregistrer dans les 3 mois. Dans les 3 mois, il faut décider est-ce qu'elle est Mishpartit ou est-ce qu'elle est SARL. Par contre, si vous êtes en Mishpartit, c'est facile de passer en SARL après, mais quand vous êtes en SARL et passer en Mishpartit, c'est quasiment impossible. Donc, c'est pas quasiment impossible, c'est impossible. Et il y a un vrai avantage, parce que lorsque vous allez quitter la France, vous n'allez plus être assuré ou vous n'avez plus la sécurité sociale là-bas. Donc, en Israël, lorsque vous avez une société que vous facturez et que vous distribuez des salaires, eh ben, vous serez assuré sur ces salaires. Donc, c'est très avantageux. Maintenant, je vais vous parler, lorsqu'on a une société, on va se distribuer, par exemple, comment on reprend l'argent d'une société, soit en salaire, soit en dividende. Un salaire en Israël, quelqu'un qui vient, qui est Olé Hadash, il a un avantage sur les crédits, il a des crédits d'impôt. Alors, pour Daniel, juste je réponds à ça, si on ne se déplace pas en France, la Chevra Mishpartit ne sera pas intéressante parce qu'on sera imposé en fonction des taux d'imposition. C'est-à-dire qu'on n'est pas limité à un impôt société à 23 et un dividende à 30. On peut arriver jusqu'à un taux d'imposition maximal qui est à 50. Mais maintenant, ça dépend des revenus. Si une personne génère jusqu'à 100 000 euros de bénéfices annuels, alors oui, c'est avantageux. Maintenant, si elle génère un peu plus, il faut me contacter, je vous dirai. Ça dépend vraiment des cas. Donc maintenant, si vous venez en Israël et que vous êtes salarié, ou que même vous êtes indépendant, vous savez que chaque Israélien, il a quelque chose qui s'appelle des Nekudot Zikoui. Les Nekudot Zikoui, c'est des crédits d'impôt. Donc, une personne qui est israélienne,
Elle a automatiquement, un homme, il a 2,25 Nekudot Zikouï et une femme, elle a 2,75 Nekudot Zikouï. Chaque point de crédit d'impôt est évalué à 242 shekels. Donc, vous avez le droit à, par exemple, une personne qui a 2 Nekudot Zikouï, en plus, c'est 484 shekels. Chaque Nekuda, chaque point, c'est 242 shekels. Donc, je vous ai dit, par défaut, on commence avec 2,25 pour l'homme, 2,75 pour la femme. Donc, on a déjà des crédits d'impôt. Maintenant, on peut rajouter des crédits d'impôt. Une personne qui a des enfants de moins de 18 ans, elle a encore des crédits d'impôt. Une personne qui a des enfants de moins de 5 ans, elle a encore des points de Nekudat Zikouï. Mais un Olé Hadash, il aura le droit aussi. Maintenant, ils ont changé la loi. À l'époque, c'était pendant les 42 premiers mois. Maintenant, c'est pendant les 54 premiers mois, c'est-à-dire les 4 premières années et demie de votre alia. La première année, vous bénéficiez encore d'une Nekudat Zikouï en plus par mois. Donc, ça veut dire que c'est de l'impôt en moins à payer. C'est-à-dire que si vous étiez censé payer par exemple, une personne qui était censée payer 600 shekels d'impôt et qu'elle avait 2 Nekudat et demi, elle ne paiera pas d'impôt, puisque ces points-là viennent créditer l'impôt que vous êtes censé payer. Mais le Olé Hadash, donc pour revenir au Olé Hadash, parce que c'est aussi le sujet d'aujourd'hui, c'est surtout le sujet, la première année, il bénéficie d'une Nekuda en plus. Les 18 mois d'après la première année, il bénéficie d'encore 3 Nekudot Zikouï supplémentaires. C'est beaucoup. Parce qu'une personne qui est résident israélien, qui est Olé Hadash, et qui ne serait-ce qu'il ait même 2 enfants de moins de 18 ans, déjà, ça peut être très avantageux d'un point de vue fiscal. Donc, 12 premiers mois, une Nekuda Zikouï en plus. Les 18 mois d'après, 3 Nekudot Zikouï en plus. Les 12 mois d'après, encore 2 Nekudot Zikouï. Et les 12 derniers mois, c'est 1. Donc ça fait 1, 3, 2, 1. Ça monte en fonction du temps que vous restez en Israël. Et là, je reprécise la précision importante pour les soldats. Les personnes qui sont venues en Israël faire leur armée et qui ont fait l'armée pendant 3 ans ou 3 ans et demi, donc vous allez me dire, ils ont perdu cet avantage de Nekudot Zikouï puisque c'est que les 4 premières années et demie. En plus, ça concerne vraiment les soldats ou les étudiants. Ça concerne vraiment les soldats et les étudiants parce qu'en principe, un soldat ou un étudiant qui a fini l'armée, qui a fini ses études, il commence à travailler quelque part. En principe, il va ouvrir tout de suite sa boîte. Lorsqu'il va travailler quelque part, là, les Nekudot Zikouï seront avantageuses pour lui. Ça va lui faire payer moins d'impôts. Donc, lorsqu'on impose à la source, en Israël, l'imposition sur les fiches de paye, c'est à la source. Donc, ils vont moins l'imposer. Maintenant, très important pour vérifier si vous avez bien pris en compte vos Nekudot Zikouï ou non, c'est dans le Tofes Me'avechad. Tofes Me'avechad, c'est un document 101. Lorsque vous venez travailler dans une nouvelle société, il faut enregistrer toutes vos informations. Est-ce que vous êtes marié, est-ce que vous avez des enfants, etc. Et c'est là qu'ils prennent en compte le nombre, le décompte de Nekudot Zikouï que vous avez. Donc, un Oléradage qui vient et il ne sait pas, il faut vérifier avec le comptable de la société s'il a bien pris en compte les Nekudot Zikouï, son statut d'Oléradage. Et ne vous inquiétez pas, même si vous avez travaillé il y a quelques années, tout ce que je dis de Nekudot Zikouï, ça concerne tant les salariés que même les indépendants qui ont une structure indépendante. Hein. Si vous ne savez pas est-ce que vous avez les Nekudot Zikouï ou non, bah, sachez qu'on peut demander à les récupérer même 6 ans en arrière. Donc, une personne qui va venir me voir et qui va me dire il y a 3 ans, je travaillais quelque part et j'avais un gros salaire, mais je ne sais pas s'ils ont pris en compte le fait que je sois au Lechadash ou non, eh ben, on peut demander avec la Teudat Zéhout de vérifier comment ça a été calculé. Et là, on demande aux impôts un remboursement avec intérêt et inflation. Donc, ça vaut le coup de bien vérifier. Si vous êtes dans ce cas de figure, si vous aviez une entreprise en Israël, un Osek Patour, un Osek Mourché, ou si vous étiez salarié en Israël, de bien vérifier que la société, que votre employeur a bien pris en compte ces points de crédit d'impôt. Maintenant, pour les indépendants, vous n'avez pas de comptable, vous avez un comptable, quoi. Donc, le comptable, qu'est-ce qu'il fait? Il a juste besoin d'annexer la Teudat Olé. Je vous ai expliqué tout à l'heure, la Teudat Olé, c'est où on voit à partir de quand on est au Lechadash. Donc, on annexe la Teudat Olé, et là, on pourra prendre en compte les points d'abattement fiscaux, les points de crédit d'impôt supplémentaires que le Lechadash bénéficie. Donc, pour résumer, on a parlé pour l'instant des 10 ans, on a parlé de la société familiale qui peut être avantageuse pour le Olim Khadashim qui voyage souvent. On vient de parler des Nekudat Zikouï. Et là, je vais vous parler un petit peu du Mas Rechisha, de la taxe d'acquisition pour un Olé Khadash. Donc, si un Olé Khadash vient en Israël et qui veut acheter un appartement, donc il va acheter un appartement, que ce soit 1 an avant sa alia ou même 7 ans après sa alia, il peut bénéficier d'une réduction sur la taxe d'acquisition à hauteur que la taxe d'acquisition, c'est-à-dire le Masri Richa, sera à hauteur de 0,5% jusqu'à 1 988 000 shekels. Et au-dessus d'1 988 000 shekels, la taxe d'acquisition sera à hauteur de 5%. Maintenant, il faut faire très attention parce que dans certains cas, cette
cet avantage pour le Hadash, ce n'est pas vraiment un avantage. Excusez-moi, une seconde. Oh, même problème, je connais la maison. Donc, cet avantage de la Mas Risha, vous voulez acheter un appartement maintenant. Vous voulez acheter un appartement en Israël. Et vous allez dire, je suis au Hadash, je bénéficie de 1,5%, c'est super. On avait dit 1,5% jusqu'à 1 988 000. Mais si on va voir le taux d'imposition de la taxe d'acquisition, pas d'un Olé Hadash, d'un Israélien, un Israélien normal, lui jusqu'à 1,9 million, 1 970 000 si je ne me trompe pas, il n'est pas imposé, il a zéro. Donc un Olé Hadash, c'est-à-dire si vous achetez un appartement qui vaut 1,7 million, le Olé Hadash, il va payer 0,5%, tandis que l'Israélien, il va payer zéro. Donc, faites attention de bien vérifier avec votre avocat lorsque vous achetez un appartement en Israël. En principe, cet avantage, parce qu'en Israël, le Olé Hadash, c'est 0,5, après c'est 5. Mais un Israélien, c'est par palier. C'est-à-dire au début, c'est 0,5, au début, c'est 0, après c'est 3,5, après c'est 5, après c'est 8, après c'est 10. Ça monte par palier. Donc c'est juste une simulation à faire. Et vous vérifiez si ça vaut le coup pour vous d'acheter avec la taxe d'acquisition, l'avantage de la taxe d'acquisition du Olé Hadash, ou d'acheter en tant qu'Israélien normal. Maintenant, très important, lorsque vous voulez acheter avec la taxe d'acquisition du Olé Hadash, il faut que vous résidiez dans cet appartement. Et ils font énormément de contrôles là-dessus. Moi, j'ai été témoin personnellement de beaucoup de contrôles ces dernières années sur cette taxe d'acquisition pour les personnes qui l'ont utilisée. Ils vérifient est-ce que vous habitez dedans, est-ce que vous savez qu'ils peuvent vérifier même des fois avec la facture d'eau, d'électricité, d'Arnona. Est-ce que vous... Alors, en principe, lorsqu'on loue un appartement, c'est pas en votre nom. Donc, il y a beaucoup de vérifications qui peuvent être faites. Donc, faites attention. En principe, l'idéal, moi, ce que je vous recommande pour la taxe d'acquisition, vraiment, c'est si vous voyez que ça ne change rien entre la taxe d'acquisition de Olé Hadash ou la taxe d'acquisition d'Israélien, d'acheter, si vous avez la possibilité, bien entendu. C'est pour les personnes qui peuvent acheter un appartement. Ils peuvent, par exemple, investir sur un appartement et acheter après un autre pour vivre. Celui qui achète un appartement, d'acheter d'abord en tant qu'Israélien et que celui où vous vivez, vous l'achetez en tant que Olé Hadash. Pourquoi? Parce que là, on va gagner sur la taxe d'acquisition du deuxième appartement. En Israël, le premier appartement, c'est soit 0 pour les Israéliens jusqu'à 1,9 million, après ça monte par palier, soit c'est 0,5 et 5 pour le Olé Hadash. Maintenant, le deuxième appartement en Israël, le deuxième appartement, la taxe d'acquisition, c'est 8%. Quoi qu'il se passe, c'est 8% jusqu'à 6 millions de shekels, et après au-dessus, c'est 10%. Donc le deuxième appartement, la taxe d'acquisition est très chère. Du mas d'Irachnia, ça s'appelle. Maintenant, si on achète le deuxième appartement avec l'avantage du Olé Hadash, là, on ne paiera pas 8%. Là, on paiera 0,5%. Donc, ça peut être super avantageux pour les personnes qui ont une possibilité d'investir, même sur un petit appartement. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de projets en Israël qui sont à 10,90. Vous payez 10% maintenant et 90% au moment de la livraison. Ou même, ils enlèvent le Madad, ils enlèvent l'Atzmada, ils enlèvent l'indexation, etc. Donc, même si une personne veut commencer à dégager un peu d'argent en Israël ou commencer à investir en Israël, si vous avez la possibilité financièrement, bien entendu, de pouvoir acheter un petit appartement pour investir et d'acheter un appartement pour y vivre. Donc, je vous répète que le premier soit acheté en tant qu'Israélien, ne pas utiliser l'avantage de la taxe d'acquisition du Olé Hadash, et que le deuxième soit utilisé en tant qu'Olé Hadash. Et là, on ne vérifie plus les paliers d'imposition de l'Israélien, puisque l'Israélien ont été à 8. Le deuxième, c'est toujours 8. Et là, on pourra bénéficier du deuxième à 0,5%. Donc ça, il faut vérifier quand même avec votre avocat lorsque vous achetez un appartement, de vérifier est-ce que ça vaut le coup, ça ne vaut pas le coup. Donc, c'est quelque chose qui est important. Donc, pour résumer, la taxe d'acquisition du Olé Hadash, elle n'est pas toujours super avantageuse. En principe, elle est avantageuse à partir d'un montant autour des 5 et quelques millions de shekels. Avant ça, ce n'est pas intéressant, à moins que, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous avez la possibilité d'acheter 2 appartements. Et là, elle sera super intéressante parce que ça sera Dira Shnia. Donc, on a parlé des 10 ans d'exonération, de la Chevra Mishpartit, des crédits d'impôt, c'est les Nekudot Zikouy, et des taxes d'acquisition du Olé Hadash. Donc, tout ce que j'ai dit 10 ans, c'est bien 10 ans d'exonération d'impôts et de déclaration d'impôts. La réforme de 2026, on va devoir commencer à déclarer à partir de 2026. Et voilà. Donc, ça ne vaut pas le coup d'acheter avant la Alia. Donc, on peut toujours acheter. Ne pas acheter avant la Alia. Ça vaut le coup d'acheter. Ça vaut pas le coup d'acheter avant la Alia. Ça dépend des montants, encore une fois. Si je vous ai dit que que vous avez la possibilité
Si vous achetez par exemple un appartement et que ça va être un appartement où vous y allez vivre et que la taxe d'acquisition du Oleh Hadash, elle est favorable pour vous, alors oui, achetez en tant qu'Oleh Hadash. Parce qu'on peut un an avant, je répète, on peut un an avant la Alia et 7 ans après la Alia. C'est-à-dire même si vous n'avez pas encore fait votre Alia, maintenant vous allez me dire comment les impôts ils vont savoir. Ben, les impôts, c'est comme si c'était en séquestre. Ça veut dire l'enregistrement du bien. Il est en séquestre jusqu'à que vous faites votre Alia. Parce que si vous êtes encore touriste, mais vous allez dire à Israël, dans un an, je vais devenir israélien. Ne t'inquiète pas, je vais utiliser la taxe d'acquisition du Oleh Hadash. Donc, Israël va vous dire très bien. Moi, je mets cet enregistrement en séquestre, entre guillemets, pour voir, est-ce que vraiment, dans un an, lorsque tu vas faire ta Alia, est-ce que tu es vraiment venu, comme tu me l'as dit, ou non. Donc, si tu es vraiment venu, tu pourras bénéficier de la taxe d'acquisition du Oleh Hadash. Et bien sinon, ça sera la taxe d'acquisition d'un touriste. Et la taxe d'acquisition d'un touriste, elle est à hauteur de 8%, même sur le premier appartement. Donc, et les appartements après, même pour la location, le Oleh Hadash, il peut avoir un avantage parce que vous savez que lorsqu'on loue un bien en Israël, on met en location un bien en Israël, les gens connaissent le 10% d'impôt sur la location. Ce n'est pas toujours avantageux le 10%. Souvent, on utilise le forfait au réel, c'est-à-dire qu'on n'est pas à 10, mais on commence à 30 même, mais on peut déduire l'amortissement du bien. En Israël, un bien est amorti à 2,7%. Donc très souvent, ça vaut le coup d'établir un bilan auprès des impôts, d'utiliser les Nekudat Zikouï, c'est les crédits d'impôt dont je vous ai parlé tout à l'heure, pour essayer de réduire au maximum votre imposition. Donc souvent, l'imposition sur les loyers à hauteur de 10% n'est pas toujours favorable. Donc lorsqu'on dit 10 ans, c'est toujours 10 ans, c'est seulement sur les revenus générés en dehors du territoire. Les 4 années et demie, c'est pour les crédits d'impôt. 20 ans, c'est pour les pics de notes. C'est comme l'a dit madame, c'est les dépôts à terme. Et ça, ce dont je vous ai parlé maintenant, c'est vraiment les avantages stars, comme on dit, du Oleh Hadash. À part ça, il n'y a pas vraiment beaucoup d'avantages fiscaux, mais souvent, les avantages fiscaux, rien que l'avantage des 10 ans d'exonération peut être quand il est bien utilisé, hein, parce que vous allez entendre beaucoup de personnes, il y a beaucoup de sons de cloche en Israël, il y a beaucoup de personnes qui parlent, ils vont vous dire, ah, non, c'est comme ça, et c'est comme ça, elle ne sert à rien la taxe, ça ne sert à rien les 10 ans et tout. Non, quand c'est bien utilisé, souvent, on peut optimiser au maximum ces 10 ans d'exonération pour essayer de payer le minimum d'impôts. Et dernier conseil pour les personnes qui ne sont pas encore venues, qui n'étaient pas connectées lorsque j'ai parlé, pour ceux qui comptent faire leur ALIA courant 2026, commencez votre procédure en 2025 pour essayer d'obtenir la Teudat Olé avant même que la réforme du 1er janvier 2026 rentre en application. Et là, vous serez obligé de déclarer ce que vous avez en dehors du territoire israélien. Maintenant, ce que j'ai dit, ça, c'est pour les impôts. Maintenant, les banques, souvent, les banques ont leurs règles à elles en Israël. Elles ont très peur de l'OCDE. Elles ont très peur vous savez, en Israël, il y a une directrice de la banque Leumi du côté américain, si je ne me trompe pas, qui est vraiment rentrée en prison parce qu'elle n'a pas vraiment déclaré aux États-Unis les clients américains qu'ils avaient des comptes aux États-Unis. Donc les banquiers ont très peur. Ils montrent toujours cet exemple aux banquiers. Donc chaque Français qui va venir en Israël dans une banque ou chaque Oleh Hadash, ils ont toujours très peur. Est-ce que tu es bien résident fiscal français et israélien? Donne-moi ton numéro fiscal français. Donc les banques, c'est quand même quelque chose à part. Les banques ne sont pas fiscalistes. Je vous répète, ça m'est arrivé énormément de fois de m'asseoir devant des directeurs de banque ou des banquiers qui vous appliquent des règles fiscales. Parce que lorsqu'on parle des 183 jours, 6 mois pour être résident fiscal en Israël, on peut très bien passer 4 mois et demi en Israël et être considéré comme résident fiscal israélien, si on peut prouver que votre centre de vie est là. Et souvent, on peut justifier, surtout pour les personnes qui sont retraitées, que le centre de vie se trouve en Israël. Mais les banques, vous parlez 6 mois, 6 mois, 6 mois. La loi elle-même vous parle de 425 jours aussi. Ça ne fait pas 6 mois, 425 jours, c'est 140 et quelques jours. Donc, il y a les banques, il y a le Misra d'Alia, il y a le ministère de l'Intérieur. Lorsque vous avez demandé de renouveler votre passeport, là, beaucoup de personnes reçoivent un laissez-passer rouge et ne reçoivent pas le passeport bleu et ils s'angoissent et ils s'inquiètent et ils disent « je ne suis plus résident fiscal, comment ça va se passer ?» etc. Non, il y a la résidence fiscale, il y a la citoyenneté, il y a le Bitoach Leumi et il y a la Alia. Donc, c'est vraiment des départements différents. Ce qui nous importe, et par rapport à la France et par rapport à Israël, c'est l'administration fiscale. Déconnectez-vous fiscalement de France, connectez-vous bien en Israël. Vous n'avez rien à faire à vous connecter en Israël. C'est la date de la Teudat Olé qui vous connecte automatiquement. Et 10 ans après, commencez à déclarer. Est-ce qu'on peut avoir la Teudat Zéhout avant la Alia? Je ne sais pas ce genre de choses, mais normalement, non. Ils vous la remettent lorsque vous êtes ici. Donc, ça, c'est des questions plutôt de citoyenneté, etc. Pour l'achat de tant que le Hadash, oui, le taux est de… Non, j'ai dit Serge chez Kroon. Pour l'achat du deuxième appartement, je vous ai dit le Oleh Hadash, c'est 0,5% jusqu'à 1 988 000 et après, c'est 5%. Donc, par exemple,
comme on dit en hébreu, quelle est la nafka mina. Donc, qu'est-ce qui ressort de ça? C'est par exemple une personne qui fait le deuxième appartement et qui va coûter par exemple 1,8 million en tant 1,9 million en tant qu'Israélien, il aurait dû payer 8% puisque c'est son deuxième appartement. Mais là, en tant qu'Oleh Hadash, il pourra payer seulement 0,5%. Et même s'il achète au-dessus de ce palier-là, c'est par palier. Donc, c'est les premiers 1,9 million, c'est 0,5 et après, c'est 5%. Seulement les shekels supplémentaires au-dessus de cette somme-là sont à hauteur de 5%. Donc, ça sera toujours moins que 8% de standard du deuxième appartement d'un résident israélien. Si on est retraité fonctionnaire, comment ça se passe après 2026? Donc, j'ai dit tout à l'heure, si les retraites proviennent de la caisse publique, quoi qu'il se passe, vous serez imposé en France. Il n'y a pas d'interprétation dans la loi. C'est marrant que vous me posiez cette question parce que j'en ai parlé il n'y a pas longtemps à quelqu'un. Est-ce qu'ils doivent déclarer ou pas déclarer? Dans tous les cas, ils sont imposés en France. Donc, normalement, on doit déclarer à Israël qu'on ne leur doit pas d'argent. Parce que les retraites en Israël, je vais quand même vous donner, on va finir sur ça, les retraites en Israël, comment elles sont imposées? Ceux qui proviennent de la caisse publique, comme j'ai dit tout à l'heure, elles seront imposées à la source en France, à moins que vous renonciez à votre citoyenneté française. Les retraites de la caisse privée, elles ne sont pas imposées en France ni en Israël. Mais après les 10 ans, comme c'est une retraite qui vient de l'étranger, Israël vous donne deux possibilités d'imposition. La première possibilité, c'est de payer le taux que vous aurez payé si vous étiez français. Vous pouvez dire à Israël, voilà, regarde, en France, j'aurais payé 10 000 euros sur cette retraite, et ben en Israël, je vais payer la même somme. Ou sinon, d'utiliser les taux d'imposition en Israël et avec avoir un abattement de 35%. C'est-à-dire votre retraite, par exemple, si vous avez une retraite de 100 000 euros, mais je sais que c'est compliqué d'avoir une retraite de 100 000 euros, c'est l'exemple, parce que c'est un chiffre rond, c'est beaucoup plus simple. Donc, par exemple, quelqu'un qui a une retraite de 100 000 euros, aux yeux d'Israël, elle ne sera plus à hauteur de 100 000 euros, ça sera 65 000 euros. On fait tout de suite un abattement de 35%, et c'est toujours favorable d'utiliser la deuxième option. Donc, première option, c'est de payer ce que j'aurais payé en tant que Français. Deuxième option, c'est payer en fonction du taux d'imposition israélien. Dans la plupart des cas, ça vaut beaucoup plus le coup de payer selon le taux d'imposition israélien et bénéficier de l'abattement de 35%. Est-ce que je peux poser juste une petite question, s'il vous plaît? Oui, vous êtes, madame? Oui, je suis Madame Covier. Voilà, quelqu'un Oui. qui a fait ses études en Israël est devenu Oleh Hadash, a fait ses études, est devenue israélienne, elle est retournée en France, elle s'est mariée, elle a eu des enfants en France. Est-ce que ces enfants sont israéliens ou pas? Ou est-ce qu'ils peuvent faire la Aliyah? Est-ce que ils font la Aliyah en tant qu'Israéliens ou bien en tant qu'Oleh En, Hadash? en principe, les enfants, quand leurs parents est israélien, ils ont le statut de Katin Choser. C'est-à-dire, c'est comme un enfant qui vient d'un parent israélien. Donc, automatiquement, il peut bénéficier de la nationalité israélienne. Mais pour les questions de nationalité, je vous recommande quand même de vous tourner vers quelqu'un qui ou l'agent juif ou la Misra d'Alia. Je suis désolé, je ne suis pas en mesure de vous répondre par certitude. Moi, je réponds surtout sur le côté fiscal. Mais en principe, ouais. C'est comme quelqu'un qui a un parent israélien, automatiquement, il peut avoir la Taudat Zéhout. Quelqu'un que même il était en Israël quand il avait 2 ans et qu'il est reparti en France, même après 20 ans, il sera Katin Roser. Donc, mais par rapport à la fiscalité, ça ne change rien. C'est juste, il faut vérifier par rapport à l'agent juif et la citoyenneté, etc. Rachel, je pense qu'il y a des questions encore ou non, ça va? Il y a juste une question, Nathanaël, de Karine qui a demandé à propos du système du crédit d'impôt. Quand tu as parlé des systèmes, les points d'exemption, si on est exonéré pendant 10 ans, comment générer les crédits d'impôt? Je pense qu'elle a Karine, c'est pour ça que j'ai bien résumé à la fin de dire les 10 ans d'exonération. Les 10 ans d'exonération, c'est pour les revenus générés en dehors du territoire israélien. Les 4 ans et demi, c'est pour les crédits d'impôt. Maintenant, les crédits d'impôt, c'est crédits d'impôt sur ce qu'on génère depuis Israël. Si vous avez un salaire en Israël, que vous soyez dans les 10 ans ou non, vous serez imposé en Israël. Votre imposition pendant les 10 premières années, elle est territoriale. Territoriale, c'est-à-dire que même si vous êtes dans les 10 ans d'Alia, vous êtes imposé en Israël sur ce que vous gagnez en Israël. Un Oleh Hadash qui va venir travailler dans une société, eh ben, lorsqu'il va travailler, il va avoir une fiche de paie, ils vont l'imposer à la source, mais il va juste bénéficier de ce crédit d'impôt. Est-ce que c'est clair? Si vous avez d'autres questions, posez-la moi, sinon on clôture, je pense. Vaut-il mieux vous vendre ses biens et partir en Israël? C'est ce qu'on dit à chaque fois dans les webinaires, même avec les avocats fiscalistes français. Aujourd'hui, on recommande vivement pour toutes les personnes qui ont des biens en France, même si vous avez une rentabilité qui est intéressante en France, déjà d'un point de vue
la succession en Israël, la succession est complètement exonérée si le père et le fils sont israéliens, tandis qu'en France, même si vous venez en Israël et que vos enfants sont israéliens, donc vous habitez en Israël, vos enfants sont israéliens, mais que vous avez des actifs en France, eh ben, il se peut que vous soyez exposé à une imposition, bien que le père et le fils sont en Israël. Eh ben, la France peut vous imposer. Le seul cas où on est complètement… La France, ils sont très durs sur la succession. C'est un des pays, c'est le pays le plus dur au monde sur l'imposition, sur tout ce qui est succession et héritage. En Israël, on est exonéré lorsque le père, le fils et le bien, normalement, sont en Israël. Maintenant, si une de ces cases n'est pas remplie, la France, tout de suite, elle va vouloir prendre quelque chose. Et surtout si les biens sont en France. Mais maintenant, même hormis la succession et l'héritage, moi, je pense qu'aujourd'hui, vu de la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui, moi, j'ai pas mal de clients qui commencent à me parler de banques qui leur posent vraiment des problèmes pour dégager de l'argent de France à Israël, même lorsque c'est des factures, c'est une société française qui détient une société israélienne, donc tout est super clean. Eh ben, les banques posent problème aujourd'hui. Moi, je connais une banque, je ne vais pas la citer, mais une banque française qui a dit non, pour Israël, c'est compliqué, aujourd'hui, on ne peut plus envoyer. Et Israël, serait-ce qu'il y ait une guerre avec le Liban ou quoi que ce soit, Israël peut très vite être blacklisté par rapport à la France. Donc moi, pour les personnes qui habitent ici, alors bien entendu, je recommande de vendre des biens et de venir ici. Mais bon, moi, je ne suis pas un exemple, ça fait 23 ans que j'habite en Israël, donc bien entendu, je vais vous dire de rapatrier en Israël. Acheter en Israël avec une société française, est-ce que c'est avantageux? Alors, si vous avez de la trésor dans la société française et que vous ne voulez pas distribuer les dividendes là-bas, alors oui, c'est avantageux. Ce qu'on fait souvent, c'est qu'on monte une société en Israël qui est détenue à 20% par la société française, 80% par la personne en direct. Donc, les 20%, ils vont justifier l'apport en compte courant, puisque vous avez de l'argent dans la boîte française. On est obligé d'avoir un lien avec la boîte israélienne pour apporter du compte courant. Donc, ces 20%-là, ils vont nous justifier l'apport en compte courant. Et pourquoi détenir à 80% par vous personnellement? Parce que si, par exemple, vous vendez ce bien et vous avez fait 1 million de shekels de plus-value, le bénéfice, il est impacté à 20% pour la France, parce que la France détient que 20%. Et 80%, vous pouvez bénéficier directement en Israël de cette plus-value qui est dégénérée. Donc, il n'y a que le compte courant, il y a une réciprocité de compte courant qu'on doit faire avec la France. On va dire que les 100% de l'apport ont été envoyés par les 20% d'actions de la France, mais que ça vous permettra aussi de détenir 80% en personnel directement. Je pense que c'est bon, Rachel, on clôture la session. Ouais, on va clôturer. Alors, merci à tous. Attends, il y a quelqu'un qui parle. Oui, pardon, Lydia. Mon fils est déjà israélien depuis 2022. Moi, je suis en train de préparer mon alia. Et là, en attendant, on voudrait acheter un bien tous les deux. Quelle solution vous me conseilleriez? Vous m'avez dit, excusez-moi, il est israélien, lui, Lui, il aujourd'hui? est israélien depuis 2022. Il a bientôt 24 ans. Ok. Et moi, je suis en train de préparer mon alia, mais je ne l'ai pas encore fait. Ok. Donc, vous voulez acheter un bien tous les deux. Donc, il faut juste vérifier par rapport à la valeur du bien. Par rapport à la valeur du bien, en fonction des tranches d'impôt. C'est un bien où vous comptez vivre dedans après? Ou c'est plutôt un investissement? Plutôt un investissement. Alors, c'est plutôt un investissement. Moi, je ne vous conseille pas, si en plus il est israélien déjà, donc il peut bénéficier des tranches d'imposition de l'israélien. Et les tranches d'imposition de l'israélien sont très favorables lorsque c'est un bien en investissement. Moi, j'aurais gardé cet avantage du Oleh Hadash pour le deuxième bien, celui où vous allez peut-être vivre un jour. Mais pour le bien en investissement, en fonction du montant, en principe, comme je l'ai dit tout à l'heure, jusqu'à 5,5 millions de shekels, ça vaut plus le coup de l'acheter comme tout israélien et de garder cet avantage du Oleh Hadash. Vous avez encore 7 ans pour l'utiliser. Parce que s'il n'est pas avantageux pour vous, ça ne sert à rien. On vous donne un avantage qui n'est pas avantageux. Donc, mieux vaut ne pas l'utiliser et l'utiliser comme tout Israélien. C'est un avantage qui est… Les impôts, ils en rigolent même limite. Parce qu'il y a beaucoup de conditions, de contraintes et il est très rarement favorable. Donc, moi, je vous recommande, si c'est un bien investissement, dans tous les cas, vous ne pouvez pas l'acheter en tant qu'Oleh Hadash parce que le Oleh Hadash, la condition, c'est vivre dedans. Donc, achetez-le avec les paliers de l'Israélien. Et vous allez payer une taxe. Si c'est le premier appartement, je vous ai dit, jusqu'à 1 900 000 shekels, on est complètement exonéré. Vous ne payerez pas de taxe. Ok, mais j'interviens comment, moi, dans la… On fait une société ou comment? Non, vous l'achetez en perso. Mais attendez, vous comptez acheter avec des fonds qui viennent de France? Oui. Avec d'une société française? Non, il n'y a pas de société là. Ah, bah si non, tant que c'est en perso, c'est en perso. Si c'est une société française, c'est le montage que j'ai dit tout à l'heure. Mais si c'est vous l'achetez en personnel, bah, vous transférez les fonds en Israël
la provenance, vous allez expliquer la provenance des fonds à la banque de ces fonds que vous avez rapatriés, et après, vous investissez en Israël. Il y a des fois, là, il y a une Chevrat Baït, c'est une sorte d'SCI israélienne qui peut être avantageuse avec une rémunération concourant, etc. Mais lorsque c'est le premier appartement, en principe, ça ne vaut pas le coup. Donc, utilisez la taxe d'acquisition, achetez-le en perso en tant qu'Israélien avec les tranches d'acquisition de l'Israël. D'accord. Ben, merci beaucoup. Avec plaisir. Alors, Le merci pourcentage d'apport pour l'achat va bien, on peut finir pour ça. Comme on est Hadash ou pas les Hadash, ça ne change rien. Pour acheter un bien en Israël, ce qu'ils veulent voir, c'est la capacité de remboursement que vous avez. En Israël, ils demandent que ce soit au minimum, que le remboursement soit à 1/3 de ce que vous avez pour vivre. Donc, ils demandent un apport entre 25 et 25 et 30% du bien. Et après, le reste, il faudra... Il faudra justifier une capacité de remboursement. Il faudra justifier une capacité de remboursement que ce que vous avez, si par exemple vous avez une mashkanta, c'est un crédit immobilier à hauteur de 10 000 shekels. Si vous avez 10 000 shekels, il faut être en mesure de prouver que vous gagnez et que vous avez 30 000 shekels tous les mois. Il faut que ce soit 1/3 de l'apport. Non, si vous avez besoin également, même pour ce genre de questions, vous pouvez me contacter. On travaille avec des personnes qui s'occupent de ça. Merci beaucoup. Avec plaisir. Nathanaël, merci beaucoup. Alors, je vous envoie tout à l'heure le replay et les coordonnées de Nathanaël. Merci, à bientôt. Merci au revoir. beaucoup. Merci Au revoir. beaucoup. Bonne soirée. Merci Nathanaël. Au revoir. À plus Avec tard. plaisir.